Bonjour à tous, bienvenue à une autre formation en ligne Québec. Aujourd'hui, il est question de vente. En fait, le sujet précis, avant de chercher d'autres clients, commencez par rentabiliser les vôtres. Bonjour, mon nom est Simon Hainaut. Je suis fondateur de Ligne Québec et expert LinkedIn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert en vente dans le studio de Ligne Québec de Grenoir. J'ai nommé Rodolphe Meunier. Bonjour à tous, bonjour Simon, merci de m'accueillir. C'est réellement mon et notre plaisir en fait. Rodolphe est associé chez Celsius Solutions Vente. Alors, on va parler de vente, on va parler je pense, d'un sujet qui a su intéresser beaucoup de gens. On est pratiquement 220 personnes inscrites. Pourquoi c'est un sujet si intéressant? Pourquoi les gens ont avantage aussi à t'écouter? Très souvent, on voit des gestionnaires ou des agents de vente qui se posent la question de pourquoi, par où je vais commencer par quoi? Est-ce que je vais rajouter des nouveaux clients ou est-ce que dans mon portefeuille de clients, j'ai encore du potentiel? C'est là où on va parler de vente croisée. Hein. Souvent, on a des organisations qui vendent multi-services, multi-produits, et on s'aperçoit après des réflexions de dire, peut-être qu'il y a des clients à qui on n'a pas vendu certains produits. Donc ça, c'est la croissance de certains produits, de certaines ventes par rapport à des produits. Et l'intérêt souvent de dire ça, c'est que quand on fait une analyse assez profonde du potentiel de chacun de nos clients, on s'aperçoit qu'une bonne partie de la croissance à court terme, en tout cas, peut venir de notre portefeuille de clients, de notre clientèle actuelle, vente croisée, offrir plus de services. On peut même développer plus de services. Je prends l'exemple, par exemple, si je vends du matériel informatique, je peux rajouter dans les services de l'entretien à distance, etc., etc. Donc, on exploite dans le bon sens du terme nos clients pour finalement leur donner plus de services avec un seul fournisseur et donc de mieux les servir au fur et à mesure de leur croissance. Et ça permet justement d'aller chercher ce qu'on appelle de la fidélisation de nos clients. Et plus d'entreprises optimisent l'exploitation de leurs clients actuels? En tout cas, depuis une dizaine d'années que moi, je suis consultant au début en stratégie d'affaires, puis maintenant en vente. Je dirais 95% des entreprises chez qui on est rentré, il y avait minimum une croissance, on pourrait dire, de 25% dans le portefeuille des clients. Hey là là. Donc, si je fais 10 millions, je peux aller chercher facilement 2,5, 3 millions supplémentaires, juste en prenant conscience de ce potentiel-là, puis en allant chercher ce potentiel-là par des processus qu'on va évaluer ensemble tout à l'heure. Donc, un gros potentiel inexploité. Et Rodolphe, pourquoi vous avez parlé 10 ans d'expérience, pourquoi vous êtes bien placé pour parler d'exploiter le portefeuille de clients actuel? Vous l'avez fait, j'imagine, à maintes reprises, au sein d'entreprises de toutes sortes d'envergure, au Québec. Pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience? Il y a 10 ans, j'ai commencé mon métier de conseiller en stratégie d'affaires au groupe Banco, au sein du groupe Banco. Et on développait la stratégie donc de l'organisation, le plan marketing, la stratégie de l'organisation. Puis on s'apercevait que la partie vente, en fait, qui devait reprendre le ballon dans cette échelle de stratégie marketing qui vente, était une fonction qui était souvent laissée elle-même. On faisait beaucoup confiance aux individus, à nos vendeurs pour dire voici ce que notre stratégie, voici votre territoire, vous vendez, faites de votre mieux. Oui. Et on s'apercevait qu'on n'était plus capable de garder le contrôle de la stratégie qu'on est en train de l'exécuter, donc on était plus en mode constat. Est-ce que je l'ai fait ou je l'ai pas fait, mais pas est-ce que je suis en train de le faire. Okay? Donc c'est une notion tout à fait importante. Donc on constate des résultats plutôt que constater qu'est-ce qui est en train de se faire. Donc tranquillement, on a développé des outils, d'où l'approche que je vais présenter de key account management, qu'on a développé suite à ce qu'on a vu dans la littérature des meilleures pratiques et implanté dans les organisations depuis une dizaine d'années. Et puis moi, personnellement, je dois en faire à peu près 25 par année dans les organisations. Donc, je pense qu'on est les experts au Québec par nécessité pour servir nos clients. Comme on disait tout à l'heure, comment vendre plus à nos clients, pour rendre service à nos clients, pour rendre la stratégie concrète et avec des résultats concrets. On a développé des outils pour dire de la stratégie jusqu'au terrain, on va faire une fil rouge, une exécution au terrain qui va nous permettre d'optimiser nos ventes par l'optimisation en fait de nos efforts. On va voir comment on va le voir après, il faut commencer après. Mais la parole est à vous. À ce niveau-là. D'accord. Donc rapidement, une slide sur Celsius, puis après on passe à autre chose. On accompagne les entreprises qui désirent augmenter le degré de performance de la fonction vente.
On peut augmenter les ventes payantes. Ça, c'est fondamental parce que les ventes non pas payantes, j'imagine que vous savez de quoi on parle. L'une des choses sur lesquelles on intervient le plus, c'est on dit notre équipe de vente, notre fonction vente, on parle même de fonction vente dans l'organisation, de culture vente, hein, c'est bien faire les bonnes actions au bon moment auprès des bonnes personnes. Okay? Donc, c'est l'intervention qu'on fait sur laquelle on travaille. Et nous, notre prochaine 40-45 minutes va être dédiée sur les bonnes personnes. J'ai beau faire bien les choses, mais si c'est auprès des mauvaises personnes, ça ne donnera pas de résultat. Donc, des fois, on est mieux de travailler auprès des bonnes personnes, puis travailler un peu moins bien que l'inverse. Mais encore faut-il connaître les bonnes personnes. Encore faut-il connaître les bonnes personnes, c'est justement l'approche que je vais présenter de comment déterminer les bonnes personnes. Merci Simon pour ta question pertinente. Première question que j'ai envie de vous poser, cher auditoire. Pensez-vous qu'il faut augmenter la performance de la fonction vente? Ça, j'imagine que oui, mais de façon structurée et systématique. Donc, Simon va vous mettre le sondage en ligne. Allez, c'est fait. Donc, à votre droite, hein, c'est ça, il y a l'onglet sondage. Oui, vous allez bien voir le sondage. Le compléter. Hein, donc, là, on parle vraiment de structurer nos ventes, la fonction vente. Donc là, c'est intéressant, vous ne le voyez pas, mais ça se compile dans une bonne vitesse. Moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à des experts. Je pense aussi. Je pense que je ne vais rien leur apprendre aujourd'hui, mais ça va être juste peut-être un rappel des bonnes pratiques en vente. On est rendu combien de parties? Je suis sûr que tu vas leur apprendre des choses. Mais on s'attendait, on va partager les résultats dans quelques secondes, là. Mais on s'attendait à plus de réponses, évidemment, dans le nécessaire ou peu nécessaire. Alors, vous allez voir, la grande majorité des gens le considèrent soit prioritaire ou incontournable. De façon structurée et systématique. Alors, je vais fermer le sondage dans 3 secondes. Merci d'avoir voté. D'ailleurs, je pense que 90% des gens ont voté. Alors, que peux-tu ajouter? Comment pouvez-vous commenter ces résultats, hormis le fait qu'on s'adresse à des experts qui sont conscients du monde? Je pense qu'il y a une conscience, en effet, de dire structurer les ventes devient important. Si je fais un mini historique, les organisations, les PME québécoises, on fait tous partie, ont mis beaucoup d'énergie pour structurer l'organisation, le lean manufacturing, la réingénierie dans les usines, tout ce qui est la logistique, beaucoup d'implantation de ERP, etc., etc. Donc, on a travaillé beaucoup pour organiser, les RH se sont organisés, la comptabilité, ils sont nés organisés. Il reste la fonction vente finalement organisée. C'est à ça qu'on s'attaque comme objectif qu'on s'est donné là-dessus, c'est de dire on va aussi bien structurer la fonction vente dans l'organisation, aussi bien qu'ils peuvent le structurer en logistique quand je suis un distributeur ou en manufacturier dans une usine. Comment on peut faire du lean sales, appelons-le comme ça en bon latin, là. Mais ça passe par là. Je pense que la pérennité de l'organisation, puis la croissance de l'organisation va passer par une structure plus systématique. Puis ça va peut-être aussi de mon historique, que je suis un ingénieur en génie mécanique et production. Et donc, ça me prend la structure. Ça prend des processus et des indicateurs pour savoir si je fais les bonnes actions. C'est exactement ce qu'on fait au niveau des ventes. Très bien. Donc, les résultats, c'est intéressant. On a la majorité des gens qui sont nécessaires, prioritaires ou incontournables. Oui. Je pense qu'on est rendu là. Si on avait le temps, on poserait la question maintenant, où est-ce que vous en êtes là-dedans? Mais avançons dans le... après 10 ans, comme je vous dis, on parle de peut-être 25 à 30 interventions par année dans l'organisation à travers différents conseillers de Celsius. Les premiers constats qu'on fait sont intéressants, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. La première chose, on fait l'analyse en fait de votre portefeuille de clients 20-80. Vous connaissez le 20-80, le 20% des clients qui génèrent 80% de mon chiffre d'affaires. Oui. La première chose qu'on fait,
c'est on analyse en fait pas le 20-80, parce que ça, la loi de Pareto s'applique à peu près partout, généralement, mais on va surtout chercher les 5 derniers pourcents de notre chiffre d'affaires. Donc, si je prends tous mes clients, puis je vous invite d'ailleurs à le faire, prenez tous vos clients par ordre décroissant de chiffre d'affaires, puis allez chercher ceux qui ont généré votre dernier 5% de votre chiffre d'affaires. Nous, on a compilé ça de façon statistique depuis plusieurs années, nombreuses années. Excuse-moi, Rodolphe, j'ai pas tout à fait saisi. C'est quoi le dernier 5% de votre chiffre d'affaires? C'est le plus gros ou le plus petit? C'est le plus petit. Donc, si je classe mes clients par le plus gros client ou le plus petit client, ben, 80% de mon chiffre d'affaires, si je cumule les pourcentages de contribution, générés par à peu près 20%. On verra les résultats qu'on a compilés. Et on va chercher les 5 derniers pourcents. Donc, les 5 derniers pourcents de mon chiffre d'affaires sont générés par qui? Et ça, c'est pertinent? On va le voir. D'accord. Pour ceux qui se posent la question à savoir si l'enregistrement va être disponible et la PPT, la présentation, sachez qu'un courriel va vous être transmis demain matin à 9h. Alors oui, vous allez obtenir toutes les informations de votre avis. Ce qu'on constate dans les organisations, ça c'est des statistiques, hein, on parle de 12 à 18% de clientèle qui génère 80% du chiffre d'affaires. D'accord. Okay? Le fait important, c'est le suivant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a en moyenne 50% de notre portefeuille de clients qui génèrent les 5 derniers pourcents du chiffre d'affaires. Okay? Donc, quand on parlait de constat, tout à l'heure, on parlait de structure et d'organisation, puis de mettre des processus en place. Ben, le fait de ne pas avoir une fonction vente très structurée avec des indicateurs de performance qui nous permet non pas de regarder les résultats, mais les actions, ben, on arrive à cette situation-là où on a beaucoup trop de petits clients dans nos organisations. Donc, beaucoup d'énergie, pas nécessairement rentable. Ben, c'est une bonne question. Moi, je dis toujours à mes clients, d'avoir 50% de ton portefeuille de clients qui génère 5% du chiffre d'affaires, c'est pas grave s'ils demandent 5% de l'énergie. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, puis c'est pas le cas parce qu'en effet, ce qu'on voit, c'est qu'on parle en moyenne de 25%. Donc, il y a un quart de l'énergie de l'organisation. L'énergie, rapidement, c'est quoi? Ben, c'est mes ressources humaines, c'est le temps et l'argent que je mets. Hein, donc, on passe 20 à 25%, jusqu'à 30% de l'énergie de l'organisation pour générer le 5 derniers pourcents du chiffre d'affaires auprès de plus de la moitié de mon portefeuille de clients. Donc, si je prends l'ensemble des PME sur lesquelles on a intervenu, puis quand je parle de PME, on parle d'entreprises de 500 000 jusqu'à 300-400 millions, on pourrait enlever 50% du client, puis on éliminerait juste 5% du chiffre d'affaires. Par contre, on libérerait 20 à 25% de l'énergie. Comme je dis souvent à la blague, et c'est quand même presque une réalité, c'est que les vendeurs qui sont sur la route sont plus payants à partir du jeudi midi chez eux que sur la route. Parce qu'ils passent 20 à 25% de leur temps auprès de petits clients qui ne sont pas obligatoirement intéressants pour l'organisation. Quand je dis obligatoirement, on verra pourquoi après. Parce qu'il pourrait être développé. Il pourrait être développé. C'est le principe de ça qui souvent. Moi, j'ai des clients qui disent, ben, nous, on classe nos clients, Rodolphe, on a déjà un classement par catégorie, par le 20-80. Le problème du 20-80, c'est que dans ce 5%-là, en fait, on a des pépites d'or qui sont sous-exploitées. Oui. Donc, on va le voir, on va les faire ressortir. Vous allez voir l'approche que je vais vous présenter pour enlever toute cette notion de passé. On va travailler plus dans le futur pour libérer, en fait, mettre l'énergie à la bonne place. Donc, les choses. Donc, la première chose à laquelle on s'attaque, avant d'aller plus loin dans la réingénierie, appelons ça comme ça, pour garder les mots de nos ingénieurs des ventes, là, il faut s'attaquer à cette équation-là pour libérer du temps dans l'organisation pour après pouvoir le mettre à la bonne place. Rapidement, ben, là, on arrive avec un constat, je vous pose une question. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette réalité? Est-ce que c'est ces réalités que vous voyez dans votre organisation? Sinon, on va ouvrir un nouveau sondage et on va voir si je m'adresse vraiment à des gens experts qui ont structuré leur vente. C'est intéressant de partager ensemble. Il faut dire, Rodolphe, que si les gens ont pris 1 heure de leur semaine pour vous écouter, ils sont nécessairement plus concernés. C'est un sujet qui les préoccupe davantage. Tout à fait. Et ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, puis j'imagine c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, tout c'est toute la notion de vente croisée. Vendre plus à mes clients, c'est une notion de laquelle on va aborder, là.
On est beaucoup appelé pour justement la problématique de on a 7-8 services, je viens d'acheter une nouvelle compagnie qui m'offre des nouveaux produits que je rentre dans mon portefeuille, comment je peux aller optimiser ces ventes-là auprès des clients actuels. On va le voir entre autres dans la prochaine étape. Alors de loin, 62% se disent oui, tout à fait concernés par cette réalité. Alors, je partage les résultats dans quelques secondes avec vous. Et pendant que tu fais ça, je veux juste faire une petite parenthèse. On s'est posé cette question. Comment ça se fait qu'on est arrivé à ce constat-là? Comment ça se fait que ce constat-là qu'on n'est pas une force de vente, une organisation qui est structurée? Et l'une des explications qu'on a trouvées, c'est qu'il n'y a aucune formation universitaire. Il y a personne qui sort avec un baccalauréat en marketing. Moi, j'ai fait un bac en marketing pour un MBA, puis sur mes 6 ans d'administration dans les universités, je pense que j'ai dû avoir 4 heures que de quelqu'un qui m'a parlé de vente. Il avait l'air bizarre. Il voulait vendre des trombones de différentes couleurs ou je sais pas quoi. Là. Donc, personne ne pense à la structure des ventes, à nos dirigeants de vente qui sont souvent laissés à eux-mêmes, alors qu'en marketing, en comptabilité, il y a des formations en histoire sans fond. Et le dirigeant de vente, corrigez-moi si je fais erreur, mais souvent était un vendeur qui se retrouve à diriger des vendeurs. Tout à fait. Alors, il n'a pas nécessairement la formation pour le faire. Puis il a du mal à la trouver. Puis la plus grande formation qu'on trouve, souvent, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'agilité du vendeur. Comment closer, comment faire un appel à froid, comment faire un bon audit, comment traiter les objections, mais on ne parle pas de comment gérer un portefeuille client, comment gérer un territoire au niveau de mes ventes, comment coacher mes vendeurs. Oui. Donc, il y a toute cette notion-là qui n'est pas enseignée ou qui est très peu enseignée dans les universités. Ça commence à arriver, là. Donc, on arrive à ces équations-là. Alors, entrons dans le vif du sujet. Écoutez, c'est pas compliqué. Les ventes, ça a un seul objectif, c'est on travaille pour la pérennité de l'entreprise. Pour faire la pérennité de l'entreprise, on a 4 grands thèmes sur lesquels on travaille. Un, c'est vendre à plus de clients. Ça, c'est faire de la prospection. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vendre plus à nos clients. Là, on vient de toucher le sujet d'aujourd'hui. On parlait de vente croisée. Comment faire plus de ventes auprès de nos clients. Donc, je suis le 3e fournisseur. Comment je fais pour devenir le 2e fournisseur? Comment je fais pour devenir le 1er fournisseur? Puis peut-être même l'unique, sous forme de partenariat. Réfléchissons là-dessus. Et le 3e, et non le moindre, comment je fais pour les fidéliser? J'ai des nouveaux clients, je vends plus, je vais les fidéliser parce que je suis très égoïste, je vais les garder pour moi, je ne veux pas les partager auprès de mes distributeurs. Le 4e point qui est le plus important, c'est comment je fais pour raccourcir mon cycle de vente, pour avoir plus de clients rapidement, pour vendre plus à mes clients rapidement, et pour plus rapidement les fidéliser. Donc ça, c'est de l'amélioration continue. Mais pourquoi vous dites le point le plus important? Parce qu'on peut, avec le constat, par exemple, comme on dit, mettons des processus, mais posons-nous toujours la question, comme le fait un directeur des opérations dans son équipe, de permanence, comment je peux améliorer? Si j'ai cette réflexion-là d'amélioration continue dans les ventes, automatiquement, je vais générer des résultats intéressants. Et raccourcir le cycle. Et raccourcir le cycle, tout à fait. Pour fidéliser le plus rapidement les clients que je vais identifier comme prospects intéressants pour nous. Si j'ai travaillé fort pour l'avoir, je vais travailler fort encore pour le garder. Ça va jusque-là? Ça va très bien. J'avance. Donc, on va focaliser sur vendre plus à nos clients et les fidéliser. Donc, c'est un peu ce que je dis, avant d'aller chercher d'autres clients, mais commençons à rentabiliser ce qu'on a, c'est le sujet d'aujourd'hui. Connaissez-vous le vrai potentiel de vos clients? Vous direz que je suis persuadé que si vous faites vraiment l'exercice d'analyser tous vos clients, je suis persuadé que vous allez chercher entre 20 et 50% de croissance dans votre portefeuille. Si je dis ça, par expérience, ça fait 10 ans qu'on est dans différentes organisations, c'est ce qu'on constate. Une sous-exploitation de notre portefeuille client. Faire attention à l'exploitation dans le bon sens du terme. Donc, il y a encore des morceaux de l'iceberg qu'on n'est pas au courant, qu'on pourrait facilement aller développer. Rapidement, une réflexion. Notre chiffre d'affaires à l'heure actuelle, si je prends une photo de chacune de vos organisations, une photo de vos ventes, vous êtes d'accord avec moi qu'au jour d'aujourd'hui, on est le 10 juin, 100% de votre chiffre d'affaires vient de votre portefeuille de clients et de votre offre actuelle. Donc, vous vendez à vos clients actuels ce que vous avez à vendre aujourd'hui. Si on se projette dans le futur, si vous faites une planification de votre futur en disant, bon, ben, je veux avoir une croissance de 5-10%, mettons différents pourcentages, mais cette croissance-là, elle va venir d'où?
Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il y a déjà une bonne partie de votre croissance qui va venir de vos clients actuels avec votre offre actuelle. Et par la suite, ce qu'on va combler pour atteindre le 10%, mettons qu'on va chercher 5-6% de croissance avec le client actuel, ben, on va pouvoir aller dire, ben, est-ce que c'est en développant une nouvelle offre ou compléter mon offre pour vendre à mes clients actuels ou aller chercher de nouveaux clients. Mais la priorité, je pense, c'est de offre actuelle, client actuel. Est-ce que tous mes clients achètent l'ensemble des services que je leur offre, bien entendu, s'il y a un besoin. Les ventes croisées, dont vous mentionnez tout à l'heure. Tout à fait. Donc, si, une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'on va faire atteindre nos objectifs, ben, si c'est dans client actuel, vendre offre actuelle, ben, je vais travailler sur la fidélisation des ventes croisées. Si c'est de l'autre côté, avec des futurs clients, ben, je vais attirer de nouveaux clients, donc je vais faire de la prospection. Et si c'est avec une future offre, donc il faut que je développe des nouveaux produits, des nouveaux services. Souvent, c'est la combinaison des trois qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Parce que je fais attention de ne pas dire arrêtez d'aller chercher de nouveaux clients puis continuer à travailler sur le client actuel. Il faut quand même toujours rajouter de nouveaux clients pour le futur. À ce niveau-là. Donc, on va parler de l'approche du Key Account Management, qui est l'approche la plus répandue à l'heure actuelle de la gestion du portefeuille client. Si on traduit en français, c'est vraiment la gestion de la performance du portefeuille client. À pas confondre avec le Key Account Manager, qui est la personne qui est responsable d'un compte majeur. On parle vraiment d'une approche, du Key Account Management, à ce niveau-là. Donc, ce que dit le Key Account Management, c'est qu'elle dit qu'il faut aligner l'ensemble de l'énergie de toute l'organisation à la bonne place, auprès des bonnes personnes. Quand on parlait de faire les bonnes choses auprès des bonnes personnes, c'est vraiment ça. L'approche du Key Account Management, c'est qu'on s'assure que chacun des employés, des départements, ceux qui ont un impact sur les clients, passent l'énergie à la bonne place. Vous allez nous dire comment. Tout à fait. La première chose qu'on fait dans l'analyse, c'est qu'on s'aperçoit dans un portefeuille de clients, si vous faisiez l'analyse par rapport au portefeuille de clients à chacun de vous, il y a 3 types de clients. Le premier type de client, c'est des clients ce que j'appelle fidèles. C'est des clients avec qui vous faites affaire depuis plusieurs années, qui à chaque fois qu'il y a une problématique ou qui cherchent quelque chose, ils vous appellent. Si vous êtes dans le bâtiment, par exemple, ça peut être quelqu'un qui à chaque fois qui veut construire un nouveau bâtiment, ben vous êtes appelé autour de la table pour réfléchir de le construire plutôt que de recevoir la soumission. Si on est dans le manufacturier, si on est dans le OIM, si nos clients sont des OIM, ben ils peuvent nous appeler parce qu'ils veulent développer une nouvelle machine, etc. Donc ça, c'est les clients fidèles sur lesquels on va aller chercher la croissance organique. Si nos clients fidèles croissent de 10%, il y a de fortes chances qu'il y ait une croissance de 10% qui suit à ce niveau-là. Ça va jusque-là? Oui. Le deuxième, c'est les clients à fort potentiel. Ça, c'est mes fameuses pépites d'or. Ça, c'est les clients qu'on a démarchés, puis on a on a livré une première commande la semaine dernière, il y a un mois, etc., qui sont en train de nous essayer, de nous tester. Ça, c'est les clients à fort potentiel. Projet pilote. Tout à fait. Donc, il y a encore de la croissance qu'on peut aller chercher. On est le 4e fournisseur pour tester, pour voir si on va devenir le 3e fournisseur. Donc, c'est des choses qu'on est à ce niveau-là. Donc, 2 grandes catégories dans notre portefeuille de clients. La 3e, et non les moindres, mais je pense que c'est un lien avec ce qu'on avait tout à l'heure, c'est des petits clients sans potentiel, les PCSP. Ça, c'est ceux qui... Et la courbe est faite parce que des fois, on ne fait pas d'argent. Des fois, comme je dis à mes clients, là, ce client-là, à chaque fois que vous envoyez un camion, vous collez un chèque en arrière du camion. Donc, il y a une réflexion à faire de dire, on ne va pas les éliminer, mais on peut peut-être optimiser les façons de les traiter pour faire de l'argent avec. C'est important de dire, on ne va pas éliminer 50% de notre portefeuille client. On peut quand même aller chercher de l'argent avec ces gens-là. On va voir comment. Ben, c'est ça. Vous allez le traiter tout à l'heure, mais j'imagine que tout ce qui est électronique et packagé du temps machine est peut-être une façon de rentabiliser ces clients-là. Tout à fait. On va voir, je vais te donner quelques exemples au fur et à mesure. D'accord. Donc, j'entends souvent, quand je touche le 5%, puis je dis qu'est-ce qu'on fait avec ces clients-là, c'est beaucoup de réactions où les vendeurs, à force de vendre, me disent ben, tous les clients sont importants. Oui, ils sont importants, mais ils ont tous une importance relative. Donc, chacun des clients a un impact différent sur l'organisation. Peut-être parmi vous, vous avez votre plus gros client qui prend 50% de votre production, vous faites très peu de marge. Donc, lui, il a un impact qui est différent que les petits clients avec qui il fait peut-être beaucoup de marge, mais sur un chiffre d'affaires qui est plus petit. Donc, réfléchissons sur
comment on va catégoriser ces clients-là, parce qu'on ne va pas les gérer de la même façon dans l'organisation. C'est ça qu'on va approcher dans un deuxième temps. Et basé sur votre expérience, les clients, vos clients ou les entreprises de façon générale analysent la rentabilité de leurs clients parce que là, si on parle d'une grosse marge sur un petit chiffre d'affaires, mais en fait, les statistiques sont tellement élevées, il faut vraiment un système pour évaluer, hey, ces clients-là ne sont pas rentables, même si la marge est élevée. Tout à fait. On le voit de plus en plus. Il y a une conscience de comprendre les coûts pour ressortir les marges clients, mais c'est pas inhérent à toutes les entreprises. C'est pas dans toutes les entreprises à l'heure actuelle, mais il y a une forte poussée à comprendre avec qui je fais de l'argent et avec qui j'en fais pas. Parce que les entreprises, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, quand une pénurie de main-d'œuvre, on ne peut plus aller chercher trop de gens. Donc, une réflexion pour dire, mais comment je peux faire plus avec l'équipe performante que j'ai là? C'est l'une des choses qu'on approche à tout. Donc, l'approche du key account management, c'est pas une récompense ou un podium des clients, les meilleurs clients que j'ai, etc., etc. On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas non plus dans un classement sur une cote d'amour. C'est pas les clients que je préfère, qui ont 25 ans, qui sont fidèles à moi, etc., etc. On n'est pas à ce niveau-là. On est plus dans une réflexion de potentiel. On va classer mes clients en fonction du potentiel qui reste à aller chercher. Donc, si je prends l'exemple de la pyramide qu'on a ici, ben, un prospect, c'est sûr que j'ai plus de potentiel à aller chercher, j'ai encore rien vendu. Versus un client fidèle, ben, j'ai moins de potentiel à aller chercher, il est fidèle, il me donne déjà tout ce que j'ai à donner. Donc, son chiffre d'affaires est important, puis son potentiel d'en rajouter le chiffre d'affaires, il est moindre. Versus un fort potentiel, ceux qui sont avec une forte croissance, ben lui, j'ai pas encore fait. Je suis le deuxième fournisseur, le troisième fournisseur, il me reste encore beaucoup de choses à aller vendre avant de le rendre fidèle. Bien entendu, j'ai mes 100 potentiels où là, ben, j'ai 100% de ce qu'il peut me donner, mais ce qu'il peut me donner, c'est pas à la hauteur de ce que je recherche. Mais Rodolphe, un client pourrait être le premier fournisseur d'une entreprise et l'entreprise toujours représenter un fort potentiel quand même s'il est premier fournisseur, parce que je me dis pas, l'entreprise n'est pas au fait de tous les services produits. Tout à fait. C'est pas nécessairement une question de rang de fournisseur. Non, je peux être en effet premier fournisseur sur tel produit, oui, mais je peux être le 4e fournisseur ou même le dépanneur pour tel ou tel autre service que l'entreprise peut acheter. Donc, comment je vais faire pour rester le premier ici, puis monter le 3e, 4e, le 3e, 2e, premier dans l'autre. C'est là où le fort potentiel versus fidèle, pour moi, un fidèle, c'est qu'on est le premier fournisseur sur l'ensemble de ce que je peux livrer dans l'organisation. Okay? Donc, vendre plus à mes clients, on n'est pas toujours. Donc, le graphique nous dit quoi? Ben, plus j'ai de potentiel, les plus représentent la quantité d'énergie que je dois mettre. Donc, tout le monde est d'accord avec moi, on entend souvent, développer un nouveau client, c'est plus difficile que vendre plus à un client actuel. Donc, beaucoup d'énergie, 3 plus. Un fort potentiel, je mets un certain nombre d'énergie. Un fidèle, qu'est-ce que je fais? Je mets de l'énergie pour le fidéliser, pour le garder, pour qu'il continue à m'aimer. Puis, un petit client, ben, je vais minimiser l'énergie que je vais mettre, tout en s'assurant qu'on va bien le servir. Donc, dans mon tableau, c'est comme ça qu'on le traduit. Si vous mes colonnes énergie, revenu, potentiel, donc beaucoup d'énergie, peu de revenus, ben, 0 revenu, puis beaucoup de potentiel à aller chercher pour mes prospects. Et plus je descends dans le transfert de potentiel au chiffre d'affaires, on arrive par exemple à mes fidèles où je fais déjà un bon revenu, il me reste peut-être quelques affaires à aller chercher, donc les efforts sont moins grands que mon fort potentiel, donc ça résume un peu à ce niveau-là. Donc l'approche du key account management donne cette vision-là du portefeuille du client. Donc ça veut dire que dans le classement que je vais vous proposer, c'est que le client qui va être en haut du classement, c'est pas votre meilleur client. C'est le client qui a le plus de potentiel de vous permettre d'atteindre votre croissance. On est à un autre niveau. Pour faire ça, 4 grandes étapes. C'est ce qu'on va faire rapidement. On va les parcourir. 1, il faut qu'on définisse nos cibles. Ça ressemble à quoi un client avec qui j'avais travaillé? Nous, chez Salesforce, on travaille beaucoup pour définir votre portefeuille de clients dans 5 ans. Il va ressembler à quoi? Qui je veux avoir dans mon portefeuille de clients dans 5 ans? Ça commence par définir nos cibles. Une fois que j'ai défini ma cible, une fois que j'ai défini mon filtre, ben, je vais classer mes clients pour identifier qui dans mon portefeuille de clients est à fort potentiel, qui est un fidèle, qui est un petit client auquel il faut que je minimise l'impact. Puis à partir de là, une fois que j'ai défini mes catégories, on va se poser la question, ben, comment je vais faire? Je ne vais pas les gérer de la même façon, puis on parlera de la mise en œuvre rapidement. Donc, définir le profil du client qu'on veut, c'est savoir au niveau de le connaître par rapport à sa stratégie moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un objectif de coût versus innovation quand on est dans la valeur ajoutée?
Donc, si j'ai un client qui, lui, travaille sur les coûts, puis moi, je travaille sur l'innovation, à un moment donné, ça ne marchera pas, il y a une économie qui va s'installer. Donc, c'est possible qu'il peut me représenter 1,5 million de chiffre d'affaires potentiel, mais sa stratégie n'est pas alignée avec la mienne, donc il peut être tout le temps trop cher pour lui. Oui. Donc, il y a une réflexion qu'on se fait à ce niveau-là. Donc, son potentiel, son profil, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est mondial, il est québécois, il est nord-américain? C'est des choses qu'on va voir par la suite. Donc, posez-vous la question. D'ailleurs, c'est un excellent exercice que je vous recommande à faire lors de vos meetings des ventes annuelles. Intéressant, c'est De se poser la question. Chacun de vous, si vous avez 25 vendeurs, demandez-leur qu'ils écrivent de façon individuelle. C'est quoi le profil du client idéal qu'on fait? Par expérience, vous allez avoir 25 profils différents. Ah oui. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que 25 profils différents, on n'est pas en train de courir tout à fait le même lièvre ou la même forme de lièvre. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est la stratégie de l'organisation. Quand on dit, ben nous, on va se positionner dans tel segment de marché parce que la valeur ajoutée, elle est dans ce segment-là. Puis dans ce segment-là, voici le style de clients qui vont acheter la valeur ajoutée. Donc là, on ce que vous dites, c'est malgré les 25 différentes opinions des vendeurs, chaque entreprise devrait avoir un portrait uniforme du client idéal. De qui on veut avoir un portrait client. Puis après, on va aligner notre force de vente vers ce client idéal-là. Donc, on ne leur demande pas d'en faire moins ou plus, on demande de recibler les clients au plus haut. On parle d'un client idéal ou deux, trois? On peut en avoir plusieurs. Moi, j'ai des entreprises qui font affaire avec le gouvernement, d'autres avec du para, d'autres avec mondial, distributeurs, manufacturiers. À un moment donné, on peut avoir plusieurs grilles en fonction de quand je trouve de différence entre chaque client idéal. Je comprends. Donc, on cherche le client idéal. Puis pour faire ça, en fait, on va déterminer, une fois que vous avez monté la liste, on va classer ces critères du client idéal en fonction de 3 grandes catégories. On a des critères qui concernent le profil, qui il est, on va le voir après des exemples, sa taille, son rayonnement, son style de client à lui, etc. On a des critères qui concernent le passé. Ça, c'est le passé entre moi et mon client. Est-ce que j'ai fait de l'argent avec lui? Est-ce que j'ai une bonne relation avec lui? Est-ce que c'est un bon payeur? Ça peut être important de le savoir. Est-ce qu'il me fait faire 100 soumissions, puis sur 100 soumissions, il m'en donne juste 2 ou il m'en donne 70? Au niveau des efforts, on connaît qu'il n'y a pas la même chose. Et la troisième catégorie, c'est le potentiel. Sa croissance. Est-ce qu'on est est-ce qu'on a un client qui décide de se développer sur les États-Unis, puis d'aller acheter des concurrents, etc., etc. On est mieux d'être collé avec lui que le concurrent qui va se faire acheter. Il y a toute cette réflexion-là qu'il faut se faire. Donc, on va répartir nos critères. Je vous donne des exemples. De toute façon, quand vous allez avoir la présentation, vous en aurez, mais rapidement, le profil de son territoire, son segment de marché, son niveau de sous-traitance, est-ce qu'il a un département R&D, ça peut être intéressant pour nous de le savoir, etc., etc. Deuxièmement, le passé, les ventes que j'ai faites, le bénéfice, est-ce qu'il m'achète des produits standards ou c'est toujours des produits particuliers qu'il m'achète? Est-ce qu'il m'achète pour 1 million en une commande ou il m'achète à 1 million en 1000 commandes? Au niveau des efforts de l'organisation, c'est pas les mêmes, parce que 1000 fois, il faut que je fasse une facturation. Donc, une réflexion peut avoir un impact sur vous. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine les bons critères pour chacune des organisations. Donc, le potentiel, le potentiel de vente, sa croissance, sa stratégie, son niveau de partenariat, etc., etc. Mais c'est une démarche que les gens peuvent très bien faire aussi. Ah, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ça, au juste? Ça, en fait, c'est un exemple d'outil qui nous permet de classer nos clients. Nous, chez Celsius, on a développé rapidement un logiciel web pour combler ce manque-là qu'il y avait qu'on ne trouvait pas dans les CRM, dans le Customer Relationship Management, pour dire, il faut qu'on systématise le classement des clients. Il faut qu'un client à fort potentiel soit à fort potentiel pour toute l'organisation au complet et non pas juste pour le vendeur. Donc, c'est une façon de classer les clients à travers une grille qu'on a développée. Je ne m'attendrai pas là-dessus. On peut se faire sur Excel rapidement, mais on l'a développé web pour faciliter nos interventions, puis certains clients le gardent par la suite. Donc, finalement, une fois qu'on a déterminé notre grille, on va passer l'ensemble de nos clients, notre liste de clients à travers ça pour déterminer les 3 grandes catégories à ce niveau-là. Rapidement, je veux juste vous être clair, donc on passe l'ensemble de nos clients à travers le filtre de nos critères qui nous permet d'avoir 3 catégories de clients par potentiel, les fidèles et les sans potentiel. Mini parenthèse sur la prospection. Pas le sujet, mais je vais quand même en parler. Si on parle on se rappelle des statistiques, 50% de mon portefeuille de clients qui génère les 5 derniers pourcents de mon chiffre d'affaires, oui, on est à ce niveau-là, il y a de fortes chances, je ne prends pas trop de risques en le disant, mais
tous les prospects que vos vendeurs sont en train de prospecter à l'heure actuelle, il y a de chance, il y en a un sur deux qui va se retrouver dans les 5 derniers pourcents. On se base sur les statistiques de ce que les résultats. Donc, se poser la question, ben, les prospects que j'ai à l'heure actuelle, est-ce que c'est les bons prospects ou je continue à aggraver la situation? Je vais changer d'acétate. Hein, vu l'équation, c'est ce que je dis, on risque de continuer à travailler, à générer cette équation-là. La seule différence, en fait, qu'on a entre un prospect et un client, c'est qu'un prospect, je n'ai pas de passé. Je n'ai pas d'historique avec lui. Par contre, il a un profil, il a un potentiel. Donc, les critères qu'on utilise pour classer nos clients, on va utiliser les mêmes critères pour classer nos prospects. On va juste enlever les critères du passé. Ce qui nous permet de dire, ben, à l'heure actuelle, les 80 prospects sur lesquels on va mettre beaucoup d'énergie, des fois on embarque le marketing là-dedans, c'est des présentations, etc. Est-ce que c'est des clients, des futurs clients qui vont se tomber dans le 5% ou des clients qui vont être du fort potentiel puis qu'on va amener fidèles et une réflexion à se faire là-dessus? C'est la même rationnelle finalement pour les clients actuels ou pour les prospects. Tout la à même fait. rationnelle. On est à la même niveau. Donc, on a défini notre cible, on a classé nos clients, j'ai des catégories de clients. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Comment l'entreprise va traiter ces clients-là? Ben, c'est sûr qu'on ne va pas traiter un client fidèle de la même façon qu'on va traiter des clients à fort potentiel. Okay, on n'est plus dans la même notion, donc on va parler de processus de gestion de mes catégories de clients. Mini parenthèse, il est sorti un article il y a 2 ans dans le Harvard Business Review qui disait qu'on parle de 70 à 75% d'échecs d'implantation du key account management dans les organisations. Comment se fait-il? Ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que le key account management devient, souvent les gens l'utilisent comme un outil pour les ventes, alors que ça devient une philosophie d'organisation. C'est cette partie-là qu'on va voir. Toute l'organisation devrait travailler dans le bon sens, pas juste les vendeurs. On a tous un rôle à jouer pour que... Bon exemple. Ben, je pense que c'était l'actualité, hein, c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours. Alors, mais ils n'ont pas gagné, par contre. Non. On a tous un rôle à jouer pour qu'à la fin, notre pilote finisse sur le podium. À la fin, pour que notre client rapporte ce qu'il devait rapporter à l'organisation. Donc, réfléchir sur qui va avoir un impact sur la satisfaction de mon client, sur être capable de le séduire, être capable de le fidéliser. Donc, quelqu'un à la livraison, la planification de l'organisation, la qualité, les comptes à recevoir, etc. On a tout un impact sur la satisfaction de mes clients. La vente n'est que le début. Tout à fait. Donc, une fois que j'ai mes catégories de clients, hein, sur le tableau que vous avez à gauche, ben, on va définir des processus pour dire, il faut que je mette en place un processus dans mon organisation qui va me permettre de séduire mes forts potentiels. Parce que s'il y a encore du potentiel, c'est qu'ils ne sont pas complètement séduits, on n'est pas encore mariés. Là. Donc, pour se marier, il faut qu'on continue à le séduire. Donc, on va mettre beaucoup d'efforts de séduction. Donc, on devrait avoir un processus dans l'organisation qui va permettre de dire, par exemple, si j'ai un camion de livraison qui est à moitié plein de fort potentiel avec une date de livraison limite, ben tant pis, je ne vais pas optimiser mon camion, je vais quand même livrer. Parce que ce que je veux, c'est que si je leur dis, moi, je livre toujours à temps, c'est ma force, j'ai pas le droit de les décevoir. J'ai pas le droit d'aller à l'encontre de la valeur ajoutée que mon vendeur a vendue. On se dit, ben, ce camion-là va peut-être me coûter un peu cher, mais à long terme, je continue à respecter ma valeur, à le séduire, à dire, hey, eux, ils livrent toujours à temps. Il faut être conscient que le camion est rempli de potentiel. Tout à fait. Et ça, évidemment, la haute direction peut l'être, mais le livreur ne l'est pas. Donc, D'où lui, l'importance. Et vice-versa, un camion rempli de clients sans potentiel ou à moitié, ben, c'est possible que je vais appeler mes gens et dire on s'excuse, je suis en retard. Parce qu'on sait que c'est possible que déjà, il y ait des produits qui ne sont pas rentables à l'intérieur de nous. Et en plus, si on l'envoie à moitié plein, ben, on vient de diminuer la rentabilité de mes petits clients. Donc, c'est cette réflexion-là si on va jusqu'au bout de l'achat. Juste une anecdote rapidement, j'ai un client où on avait défini des processus, puis la personne à la livraison, à un moment donné, voit un FedEx ou un UPS à envoyer. Dans le tag, c'est marqué que c'était un petit client. Puis dans son processus, lui, il n'avait pas le droit d'envoyer un UPS. Donc, il a levé le flag, mais en fait, c'est le service à la clientèle. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait leur travail. Et une chance qu'on a rattrapé ce colis-là, parce que sinon, on perdait de l'argent sur cet envoi. Pour un client qui va peut-être recommandé dans 6 mois. Oui, oui. Donc, lui, il a arrêté le flag, puis on a appelé le client en disant, on s'excuse, on va être en retard, mais on n'a pas envoyé une UPS parce que c'est incohérent avec la valeur de ce qu'on a mis dedans, la valeur de l'envoi. Mm-hmm, mm-hmm. Ça, c'est un exemple.
euh, qu'on a vu. Donc, j'ai une petite question en fait qui m'intrigue toujours, si je m'aperçois, c'est les clients souvent, c'est l'une des problématiques qu'on voit, puis je vous expliquerai pourquoi après je vous pose la question ou pendant que vous allez y répondre. Là. Que faites-vous de particulier lors de la première commande d'un nouveau client? Là, j'ai un prospect, je l'ai qualifié, je sais qu'il a un fort potentiel, puis là, il me passe sa première commande. Je voudrais savoir dans votre organisation, dans l'organisation, qu'est-ce que vous faites de particulier pour cette première commande-là d'un client qui devient client puis qui a eu beaucoup d'efforts de développement. Donc, rien en particulier, le représentant surveille si tout va bien. On avertit le service à la clientèle ou la production qu'on a un nouveau client ou une nouvelle commande. On a un processus spécifique qui nous permet de livrer à tout coup des promesses. Et pourquoi on pose cette question-là? Parce que je ne sais pas si ça arrive dans vos organisations, je vous pose la question, je ne vais pas vous répondre. La loi de Murphy. Hein, la loi où quand ça doit mal aller, là, tout va mal aller. Très souvent, dans les entreprises manufacturières, ça arrive toujours sur la première commande d'un nouveau prospect, d'un nouveau client. En tout cas, c'est un marque d'avantage. Tout à fait. Les gens sont conscients de l'importance. On a analysé ça en disant, ben, un nouveau client dans l'organisation, ce nom-là de ce client-là, il est inconnu dans l'organisation. Donc, les gens vont toujours passer en avant les clients qu'ils voient déjà souvent. Lui, il commande toutes les semaines, il doit être plus important que celui-là où c'est la première fois que je le vois. Oui. Peut-être que c'est la première fois que je le vois, mais il a un potentiel de doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais je le passe en deuxième ou mon usine est pleine, donc du coup, ben, je vais retarder ce nouveau client-là parce que lui, il est fidèle, ça fait longtemps qu'il commande. Et là, on est en train de faire quoi? On est en train de défaire tout ce que le vendeur a fait depuis un an et demi pour aller chercher ce client-là. Donc, à vous entendre, finalement, que ce soit une question de fabrication, une question de livraison, l'importance de cette ventilation-là parmi les clients, qu'ils soient fidèles ou à fort potentiel ou petits, doit suivre la commande pour que les gens réalisent tout au long de la chaîne l'importance accordée à chacune des commandes. Tout à fait. On est tous sensibilisés à la quantité d'efforts que je dois mettre en fonction du potentiel que j'ai en face de moi. Donc là, en fait, ce que ça permet de faire, le Key Account Management, après 2 ou 3 ans où les gens vont commencer à jouer avec les processus, se les approprier, devenir des réflexes, on est en train de rentrer le client dans l'organisation, on est en train de développer une culture client dans l'organisation, plutôt qu'une culture produit dans l'organisation. Donc là, on est en train de changer tous les paradigmes dans certaines entreprises. Oui. Donc on va loin à ce niveau-là. Alors, Adolphe, si vous voulez commenter les résultats? Oui. Donc là, on voit que, je vais regarder ici, comme ça vous allez voir, processus spécifique, on a 20% des gens qui ont un processus spécifique, 24% les représentants surveillent que tout va bien. Donc ça, c'est sûr que moi, comme représentant, si j'avais un nouveau client fort potentiel, il n'y a pas de processus dans mon organisation, je dormirais mal. M'assurer en permanence, j'appellerai tout le temps, elle est où la commande, est-ce qu'on va la livrer à temps, etc. Ça fait partie de beaucoup d'énergie qu'on met parce qu'on n'a pas de processus dans l'organisation. Okay? Donc, je regarde B, le représentant surveille si tout va bien. Oui. Mais avec l'autorité et le temps dont il dispose. Pendant qu'il fait ça, il n'est pas en train de prospecter, il n'est pas en train de fidéliser, il n'est pas en train de vendre un nouveau produit à un client, etc., etc. Donc, c'est beaucoup d'énergie parce qu'il n'y a pas de processus à l'interne. Donc, si le représentant dit, ben moi, j'ai ça, ce nouveau client-là, c'est un fort potentiel, puis qu'il sait exactement en arrière qu'il y a des processus qui vont enclencher pour le séduire jusqu'au bout. Oui. Mais pendant qu'il ne pense pas à ça, il fait autre chose. Une entreprise, moi, on a même développé pour cela un processus VIP. C'est le vendeur qui valide avant de mettre le produit dans le camion que tout est correct. Il y a un processus en parallèle de production pour s'assurer que tout est correct. Parce qu'il y a un haut taux de risque d'erreur pour un premier client dans cette industrie-là. Là. Donc, on a mis un processus VIP où chaque étape est surveillée, ce qui fait qu'on est sûr que quand on va livrer, on va faire un wow. D'accord. Surtout que dans l'industrie, c'est connu que la première commande, ça n'est jamais bonne. Maintenant, eux, ils livrent la première commande, elle est bonne. Là, ça crée un wow. Là, le niveau de fidélité vient de monter. Le niveau de confiance, parce que pour être fidèle, il faut avoir un niveau de confiance. Quand on est en train de nous essayer, quand il y a un nouveau client qui nous essaye, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bâtir la confiance. Oui. Mais si la première commande, la deuxième commande, la troisième commande, on ne livre pas la confiance, on ne livre pas ce qu'on a promis, ben là, les problèmes commencent. Ça marche que là? Louis dit, sans processus, c'est de l'improvisation, en effet. Exactement. Tout à fait. Donc, on met en place rapidement le système de dire, on va les écrire les processus en fonction de toutes les étapes et des acteurs qui peuvent avoir un impact sur la séduction de l'organisation.
rapidement, j'ai tracé le portrait du key account management. Pourquoi on devrait l'implanter? Un, ben, si votre équation correspond à 5% de vos chiffres d'affaires et 50% de votre clientèle et que vous n'avez pas de processus de gestion à l'interne, il est urgent de commencer. Parce que ça veut dire qu'il y a 25% des énergies de demain, après-demain qui sont mis à la mauvaise place dans vos organisations. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'assurer que pour chaque sortie auprès de nos clients, soit rentable. Chaque fois que je vais déplacer le vendeur, chaque fois que je vais passer le directeur des ventes, le dirigeant, mon directeur de R&D pour aller résoudre un problème chez mon client, il faut que ce soit payé, il faut que ce soit à la bonne place. On veut protéger nos clients fidèles. Trop souvent, les clients qu'on a depuis longtemps, ils sont comme acquis, on est transactionnel avec eux, on n'est pas en train de les fidéliser. Il y a un client qui est important pour nous, puis moi, je suis un fournisseur important pour lui, dépêchez-vous d'aller développer un partenariat, vous perdez de l'argent mutuellement. Allez travailler là-dedans, c'est l'une des étapes ultimes du key account management, développer des partenaires, plutôt que juste des clients fidèles. Allez chercher, mais rapidement, la différence entre un client fidèle et un partenaire. Un client fidèle, je peux être très transactionnel. Oui. Un partenaire, on va réfléchir ensemble pour diminuer nos coûts. Chacun fasse de l'argent, puis on diminue nos coûts d'opération pour qu'on soit plus efficace. Donc, une réflexion, les projets d'amélioration continue se fait pas en vase clos, mais se fait en même temps. Donc, le fameux EDI, par exemple, les paiements électroniques, les livraisons, mettre un entrepôt à côté du client pour que ce soit plus facile à livrer, etc. C'est ce genre de choses-là qu'il faut réfléchir ensemble. Donc, finalement, un peu personnaliser le processus de livraison en fonction des besoins du client. Tout à fait. Okay. Pour un client fidèle qui nous ramène assez de chiffre d'affaires. Pour aller chercher tout le potentiel de vos clients à fort potentiel, hein, donc il y a 2 fois potentiel dans la phrase, mais c'est important de le dire, est-ce qu'on est en train d'optimiser nos clients actuels? Parce que dites-vous que s'ils n'achètent pas chez vous, ils achètent chez le concurrent. Et le concurrent, peut-être que lui, il a décidé de la partie qu'il n'a pas d'aller la chercher. Donc, travailler là-dessus pour avoir un processus efficace de gestion des clients pour l'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que chacun des intervenants, la personne au crédit est sensibilisée que quand j'appelle pour un chèque et tartare, s'il est à fort potentiel, je ne peux pas le traiter de la même façon que si c'est un petit client. Un fort potentiel, peut-être que je vais travailler pour une stratégie pour l'aider. Un petit client, peut-être que je vais dire la prochaine commande, je veux recevoir ton chèque. Puis ce qu'on veut, c'est diminuer l'impact des petits clients en potentiel, qui d'ailleurs, c'est une des choses qu'on fait en premier pour libérer ce fameux 20% d'énergie, pour les mettre sur la bonne place. Hein? On veut que tous nos clients soient au centre de l'organisation, mais pas tous les bons clients. Pas tous les clients, par contre, juste les clients payants, c'est pour ça que j'ai remplacé le S par $. Tous les clients payants doivent être au centre de l'organisation. Vous allez me dire par où commencer? Commencez juste à réfléchir avec votre force de vente sur le potentiel de chacun de vos clients pour être capable de dire quelle énergie je vais mettre pour aller le chercher. Ou l'autre chose qu'on vous propose à ce webinaire, en fait, c'est appelez-nous, puis on peut faire une évaluation ensemble rapide d'1 heure, réfléchir là-dessus. C'est gratuit. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir une bonne réflexion sur par où je commence. En quoi consiste, Rodolphe, une telle rencontre d'évaluation? Qu'est-ce que tu peux faire en 1 heure? C'est une évaluation, une prise de conscience. On a une liste d'une quinzaine de situations qui provoquent ce genre de résultats-là. Puis on réfléchit ensemble avec l'organisation, avec les gens qui sont autour de la table. C'est laquelle qui provoque qui a le plus d'impact sur la non-efficacité de mon équipe. Puis à partir de là, on peut dessiner un plan rapidement. Les gens puissent agir ou nous demandent de les accompagner pour le faire ensemble. D'accord. Alors après une telle rencontre exploratoire, les gens pourraient faire aussi d'eux-mêmes. Oui, oui, on est très généreux de notre temps, mais ce qu'on sait, c'est que les gens n'ont pas le temps parce qu'ils passent 20% de leur temps auprès de 5% de leur énergie. Donc, il faut les libérer ça. Souvent, on joue un peu ce rôle-là, on peut faire la blague, mais c'est une réalité dans les organisations. Je ne connais pas d'organisation où les gens sont les vendeurs sont très occupés, la direction des ventes, la direction est très occupée. Oui. Puis ce qu'on veut, c'est pas les désoccuper, on va les occuper à la bonne place. En fait, c'est très facile d'être bien occupé. Oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis tu as l'impression de construire, d'avancer parce qu'on est occupé, on est tous dans cette même situation-là. Que ce soit une question des courriels. Il y a plein de choses, finalement, c'est une question de priorité. Et en vente, je comprends bien les priorités qu'on a identifiées aujourd'hui. Oui, puis ce qu'on voit pendant un impact, juste pour finir, c'est qu'on dans beaucoup d'organisations, on voit que les vendeurs, c'est les clients qui gèrent l'agenda des vendeurs.
Il m'appelle mardi, peux-tu passer mercredi? Oui, je peux passer. Alors que le key account management, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va définir l'agenda pour les 3 prochains mois parce qu'on va donner des règles de rencontre, de visite, un fort potentiel, un fidèle, etc. Puis que le vendeur, il voit en avance ce qui se passe. Il va être plus facile pour le gestionnaire, lui, de le supporter dans ce qu'il fait. Puis moi, si j'ai un client qui est à Matane qui m'appelle, il dit, Rodolphe, j'aimerais ça te voir demain ou après-demain pour un truc. Il me dit, écoute, je suis pas là, mais par contre, si je regarde mon agenda, dans 3 semaines, je suis à Matane ou je suis en RTI ou je peux passer te voir. Et souvent, c'est rare qu'il y ait des urgences au niveau des vendeurs. S'il y a un vendeur qui gère une urgence, ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire la bonne chose. Souvent, c'est le R&D qui doit le faire directement. Un vendeur doit gérer son compte pour aller chercher le potentiel. Donc, quand on a des urgences, je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais des fois, il y en a un peu trop d'urgences pour des vendeurs. Et souvent, on se fait défaire notre agenda en fonction de ça ou des besoins des clients. Alors que si on est planifié et organisé, on est capable de gérer, puis on a l'air structuré face à nos clients. Donc ça, c'est important. Donc le key account management va jusque-là. En fait, ça va du libraire au planifier l'agenda des vendeurs sur les 2-3 prochains mois. En fonction de tes Donc ça a un impact énorme sur l'organisation. Rodolphe, un gros merci. C'est ce qui termine la présentation. Alors, le timing est très bon. Il reste à peu près 8 minutes. Si vous avez des questions, bien, je pense que Rodolphe va être bien heureux d'y répondre. Question. Y a-t-il des situations où un client à faible potentiel peut devenir un client à fort potentiel? Merci, Daphne. Excellente question. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Nous, on recommande de mettre à jour la note. On finit où on note tous les clients sur 5 sur 5 étant plus le plus de potentiel. On dit qu'il faut faire l'exercice donc 1 à 2 fois par année de reclasser ses clients parce que des fois, on a une entreprise avec un faible potentiel. Ce faible potentiel vient souvent du dirigeant. Là, il y a la relève qui embarque, la deuxième génération qui embarque, qui, lui, avec une nouvelle vision, on peut avoir un paternel qui veut créer un salaire, puis la relève qui dit, moi, je veux créer une entreprise, l'entreprise peut exploser. J'ai un exemple d'un client où son client, qui était un petit client sans potentiel, qu'on a traité correctement, parce que c'est important de le traiter correctement, c'est notre image, mais au niveau de ce qu'il ramenait, puis en 3 ans, avec la relève, le chiffre d'affaires a triplé. Et en ayant identifié ça, donc dans les critères, eux, ils avaient la vision des dirigeants. Dans le profil, le critère profil, la vision du dirigeant, c'est important pour eux. Là. Et là, le dirigeant a changé, la vision était exponentielle. Et mon client, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis tout de suite dans un processus d'aide, de soutien, de fidèle, parce qu'il était quand même fidèle. Il était petit, mais fidèle, en fait. Donc, ils l'ont gardé fidèle, mais ils l'ont soutenu pour aller jusqu'à sa croissance-là. Donc, ils sont devenus des partenaires. C'est vrai. Donc, il fait que la relève dit, ben, j'ai réussi parce que j'avais une belle vision, et en plus, j'ai été aidé par mon fournisseur principal. Ça, là, c'est un lien qui est incassable. Ouais. C'est là-dessus qu'on a travaillé pour être capable de le faire. Donc, oui, un faible potentiel peut devenir un fort potentiel. Bon, après, les entreprises, c'est tellement mouvant, tout ça. Il s'agit de relais, il s'agit de fusion, d'acquisition, il s'agit du lancement d'un nouveau produit qui explose sur le marché de ton client. Il y a plein de choses qui peuvent changer le potentiel d'un client. Là, l'enjeu, c'est de le voir le plus tôt possible. Oui, D'être les premiers à le voir. Avant que tes concurrents le voient. Donc, souvent, juste pour gérer les 5% les derniers vrais 5% de potentiel, là, on parle de potentiel, souvent, c'est des clients qu'on va remettre au service à la clientèle, qui vont très bien s'en occuper pour éviter que nos vendeurs passent du temps sur la route avec ces gens-là. Et dans le processus, au niveau du service à la clientèle, on met des flags ou des drapeaux pour dire, là, j'ai un petit client qui vient de me commander 15 000 $, ça marche plus. Donc là, dans le processus, on va bien le servir, puis là, on envoie un email à mon rep pour dire, tu devrais aller le voir, il se passe quelque chose. Ah oui, c'est là où le CRM embarque, le Customer Relationship Management. Donc, nous, avec notre outil, on définit qui on veut avoir dans notre portefeuille de clients. On les classe par potentiel, on définit nos processus, et puis ça permet d'avoir une première partie du cahier des charges du CRM. Puis des CRM, il y en a plein, il en trouverait plein. On peut permettre de dire d'avoir un processus de dire un petit client avec une commande de 15 000, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est un projet ad hoc ou il est en train d'exploser? Il est en train d'exploser, je peux vendre mon vendeur rapidement. Donc c'est ça l'approche du téléphone management, c'est de réagir en fonction du potentiel. Du potentiel change en permanence, comme tu disais. Et c'est pas juste le vendeur qui peut identifier, qui peut lever le drapeau. Non, parce que le vendeur n'a plus le droit d'aller le voir, le petit client. Ah,
parce qu'il perd son efficacité. Je dis souvent la blague, quand un vendeur va payer un café à un petit client, il vient de brûler sa marge pour l'année. S'il paye un restaurant pour les 5 prochaines années, arrête d'aller le voir, on perd de l'argent. Oui, 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 oui. Mais par contre, on peut très bien le servir par un service à la clientèle efficace, puis on va même mieux le servir. Parce que le vendeur, il va être occupé à faire de la prospection, à fidéliser, à vendre plus. Donc, ces petits clients-là, ils vont développer une relation avec la clientèle. Ça va très bien se passer. Puis on va garder notre image de on livre comme il faut, on livre bien, on vend toujours notre valeur ajoutée, et on néglige pas des clients. Ça, c'est important. Très bon point. On va aller voir une autre question. Jasmine, ça vous convient? Alors, comment pouvons-nous, de Hélène Desrochers, récupérer un excellent client où la confiance est ébranlée? Le client ne payait pas à temps et après avoir été averti, ils ont eu confusion dans la facturation où nous avons demandé à ce que la facture soit payée. Comment pouvons-nous récupérer un excellent client? C'est important. En fait. Un excellent client, c'est un client fidèle ou un client à fort potentiel? C'est un client avec qui on fait de l'argent. Je pense que c'est ça. Là. Donc, si c'est un client bien, là. Oui, il payait beaucoup plutôt. Où on faisait de la marge, oui, ou super. Ben, dans le processus, ben là, on devient, en fait, ça, c'est l'autre partie. On a beau avoir un processus d'un client payant. Okay. Merci, Hélène. Dans le processus, au-delà de processus, c'est l'agilité après du vendeur, d'aller voir auprès de ces clients-là comment on peut le récupérer. S'il y a vraiment un fort potentiel, on risque de faire un mini processus VIP pour lui, pour le rattraper, pour réfléchir ensemble. Peut-être sa réalité, lui, c'est de payer en 90 jours parce qu'il est payé en 90 jours. Et nous, on dit dans notre contrat, c'est un net 30 jours. Peut-être que si vraiment il y a un potentiel important, on peut travailler avec lui pour dire, ben toi, ta réalité, c'est 90 jours parce que tu reçois l'argent de tes clients en 90 jours. On va s'adapter. Je ne sais pas si c'est ça parce que chaque cas est différent. Et c'est important, juste pour faire du chemin là-dessus sur l'agilité, moi, je compare toujours les ventes avec la musicale. Les processus qu'on met en place, en fait, c'est le thème qu'on va jouer à mon marché. Mais les musiciens vont s'adapter en fonction de qui vient en face de nous. C'est l'improvisation. Donc, je peux jouer 4 fois le même concert avec le même programme, mais en fait, c'est jamais la même chose que j'écoute parce que les musiciens vont s'adapter à comment ça répond. Donc, les processus qu'on met en vente, donc Dole Key Account Management, etc., ça, c'est le thème qu'on va jouer. Et après, c'est l'agilité de chacun des individus qui va faire la différence. Je vous recommande souvent d'avoir une stratégie par client. Donc là, on devrait réfléchir pour ce client-là, d'avoir quoi la stratégie pour aller le chercher. Puis peut-être déplacer le PDG de l'organisation. Pour s'asseoir avec le PDG, c'est là. T'es un client important pour nous, je suis un fournisseur important pour toi, on aurait intérêt à s'entendre. Encore une fois, la notion de tous les joueurs à l'interne, de pouvoir lever un drapeau et dire, hey, il y a quelque chose qui se passe, hey, c'est un client à fort potentiel, même s'il n'a pas payé très bien au cours des 3 derniers mois, hey, PDG peut-être aller le rencontrer. C'est pas juste le vendeur qui est impliqué dans un tel. Non, c'est un client qui a la difficulté, puis qu'on le soutient dans cette difficulté. Quand il repart, il va se souvenir de nous, absolument. Donc, il faut réfléchir, mais maintenant, est-ce que je suis prêt à investir de l'argent, parce que là, si on parle d'argent, retarder de 60 jours mon paiement, pour ce client-là, parce qu'il y a un fort potentiel ou pas, c'est toute la réflexion qu'il faut se poser. En fait, on ne se pose plus la réflexion parce que dans mon processus, ça devrait être déjà établi comment je dois agir. Trop souvent, je vois des entreprises qui passent facilement 4-5 heures par semaine à se réunir. On dit, bon, mais qui je vais prioriser sur ma production, qui je vais prioriser sur le site, est-ce que je l'envoie UPS, est-ce que je ne l'envoie pas, ça vaut le coup de déplacer le directeur de la R&D. On enlève toutes ces discussions-là, on a défini ensemble le processus de faire. Donc, on va gérer les exceptions, et non pas les généralités. Donc, c'est très fort comme outil. Moi, je vous dis, là, on voit des impacts dans les 3 premiers mois où le changement de réflexion, la réorganisation, le réalignement, c'est impressionnant. Puis quand on met en place, puis avec la rigueur que ça demande, parce que c'est des processus, on peut pas se tromper. Donc, des clients plus satisfaits, mais aussi une économie de temps à l'interne. Tout à fait. Parce qu'on prend le temps de s'en occuper. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. Rodolphe, merci beaucoup pour votre générosité, pour votre expertise. Merci à vous d'avoir participé. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre Rodolphe. Vous avez ses coordonnées à l'écran. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, un courriel vous sera transmis demain matin à 9 h, incluant l'enregistrement